ces gens sont d'une telle incompétence d'un point de vue juridique qu'on se dit à un moment donné, tout est possible. On sait que les services secrets ukrainiens ont des pratiques terroristes. Un certain nombre de gouvernements de pays de l'Union européenne, essentiellement le gouvernement allemand, mais aussi malheureusement le gouvernement français, qui se servent de cela et qui se servent d'un mensonge en sachant eux-mêmes pertinemment que c'est un mensonge. Poutine ne fait que redire ce qui est dit par les autorités russes pratiquement depuis l'été 2022. Est-ce qu'ils se contenteront des 4 oblasts ou est-ce qu'ils n'ont pas quelque part derrière la tête l'idée de conquérir ce qui reste de la côte ? D'Odessa. Voilà. C'est la seule chose qui, à mon avis, peut être discutable. Toute cette espèce de psychose de guerre que nous connaissons actuellement en Occident, elle est absolument montée. Nous n'avons pas un président. Nous avons un jeune homme de 40 ans qui est persuadé que la communication l'emporte sur la politique. On ne peut pas insulter la Russie, se comporter n'importe comment diplomatiquement par rapport à la Russie, sans qu'à un moment donné, les Russes vous présentent l'addition. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, le premier de l'année. C'est l'occasion évidemment pour moi de vous présenter à tous mes meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé. J'espère que nous passerons une nouvelle année ensemble qui sera couronnée de succès. On va commencer en tous les cas cette année avec un sujet qui occupe beaucoup de l'actualité. C'est évidemment la question de la guerre en Ukraine qui est à l'aube aujourd'hui de sa 4e année de conflit ouvert. Nous allons voir vers quelle perspective nous nous dirigeons dans quelques instants. Mais avant toute chose, chers amis, comme les années précédentes, je compte éminemment sur vous pour le succès de cette émission, plus encore au vu de l'actualité des plateformes et des algorithmes de plus en plus difficiles pour nous. Alors pensez à cliquer sur le pouce en l'air, pensez à relayer ces vidéos, pensez à écrire dans les commentaires. C'est très simple, ça vous prend quelques secondes et pour nous, c'est vraiment très important. Alors je compte sur vous. À tout de suite. Et à mes côtés pour cette première émission de l'année, Jacques Sapir. Bonjour monsieur et meilleurs vœux. Bonjour, meilleurs vœux aussi. Merci beaucoup d'être à nouveau à nos côtés. Alors vous êtes géopolitologue, économiste, spécialiste des questions monétaires, stratégiques, directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences de Russie, auteur de très nombreux ouvrages. On avait présenté La fin de l'ordre occidental il y a quelques semaines aux éditions Perspectives Libres. Et là, plus récemment, vous avez préfacé un autre ouvrage des éditions Perspectives Libre, c'est Le massacre du Maïdan, la tuerie de masse qui a changé le monde. C'est écrit par Ivan Katchanovski. C'est disponible aussi, chers téléspectateurs, sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Et on fera évidemment référence à ce travail au fil de l'émission, Jacques Sapir. Pour commencer, une question peut-être un peu sortie de ce texte. Il y a quelques semaines, on a vu les sanctions qui se sont abattues sur 2 personnalités que nous connaissons à TV Liberté. Je pense à Xavier Moreau et à Jacques Beau. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la parole, vous avez dans un coin de votre tête une petite inquiétude qui se dit peut-être que le prochain, ça pourrait être mon tour ? Alors, je ne devrais pas l'avoir parce que ma position est différente. Je suis un Français résidant en France, non pas dans un pays étranger. Donc, il est très difficile de me sanctionner. Et par ailleurs, s'il y a sanction, il y aura immédiatement de ma part une action en justice. Parce que si vous privez quelqu'un, par exemple, de l'accès à ses comptes bancaires, d'ailleurs j'ai un compte joint avec ma femme, ça serait assez légalement, si vous voulez, ça poserait toute une série de difficultés. Bon, donc évidemment, immédiatement, j'attaquerai en justice une telle décision. Mais c'est vrai qu'au fond de ma tête, je me dis, ces gens sont tellement bêtes, tellement incompétents, qui sont capables de faire un acte qui me gênerait, effectivement, même s'ils doivent perdre au tribunal, par ailleurs, parce que je n'ai absolument aucun doute là-dessus.
Ils perdront au tribunal, comme ils vont perdre pour Xavier Moreau. Xavier Moreau les attaque à travers un cabinet français, et je pense qu'il va gagner. De toutes les manières, même si le tribunal se déclare incompétent, il se pourvoit devant la Cour européenne des droits de l'homme, et là, il gagne. Là, c'est absolument sûr qu'il gagne. Bon, mais si vous voulez, ces gens sont d'une telle incompétence d'un point de vue juridique qu'on se dit à un moment donné, tout est possible. Tout est effectivement possible. Bon, après, ça ne m'inquiète pas plus que ça, vous dis, et pour une raison très simple. Je connais un petit peu le droit, je sais qu'on ne peut pas me priver, par exemple, me retirer mon passeport. Bon, très bien. Il faut qu'il y ait un jugement. Il faut qu'il y ait une décision pénale. Mais pardon de vous interrompre, Jacques Sapir, mais on a bien vu que là, il n'y avait pas de décision juridique, en fait, pour frapper Xavier Moreau ou Jacques Beau. Ce sont des décisions administratives. Oui, ce sont des décisions administratives. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va attaquer en justice, parce qu'il faut sortir de la décision administrative pour exiger une décision de droit. Ce qui permet de le faire, c'est que ni l'un ni l'autre ne réside actuellement dans l'Union européenne. La Suisse n'en fait pas partie, elle ne fait pas partie... Mais il est résident à Bruxelles, Jacques Beau. Oui, mais pour l'instant pas. Il était en Suisse quand c'est... Non, il est bloqué à Bruxelles. Il est bloqué à Bruxelles, bon. Mais il n'est pas, je dirais, un national de l'UE. Pour Xavier Moreau, là, l'argument, c'est de dire il a une double nationalité, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai, je le connais un peu, et il ne réside pas en France. S'il résidait en France, ça poserait un problème. Donc il faut soit que vous ne résidiez pas dans l'Union européenne, soit que vous ne soyez pas vous-même le citoyen d'un pays qui est lui-même membre de l'Union européenne. Bon. Mais de toutes les manières, la décision est contestable, si vous voulez. Parce que, en particulier pour Xavier Moreau, on le prive de ses droits, en particulier de ses droits financiers, sans jugement. Et c'est pour ça qu'il attaque. Alors, il attaque directement le ministre pour diffamation, etc. Mais je pense parce qu'on a vu un ministre les nommer. Hein. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il va aussi attaquer cette fois-ci l'administration française, parce que pour que la mesure soit appliquée, il ne faut pas que Bruxelles, en fait, c'est une entité, ce n'est pas, je dirais, quelque chose qui soit directement opérationnel. Tout ce que Bruxelles dit, c'est mis en œuvre par des États. Bon, donc, l'administration française va faire pression sur sa banque, pour lui dire, couper les paiements. Donc, il va faire constater par huissier qu'il n'a plus accès à son compte en France, que lui, citoyen français, ne résidant pas en France, mais citoyen français, n'a plus accès à son compte. Donc, il subit un préjudice. Et donc, à mon avis, en même temps qu'il attaque Jean-Noël Barrot pour diffamation, il va attaquer l'État, probablement au Conseil d'État, je pense que ça serait la chose la plus logique, pour l'avoir privé d'un de ses droits sans jugement. Il n'en reste pas moins que le dommage financier, il est là, même si, a posteriori, effectivement, que ce soit Xavier Moreau ou Jacques Beau, ils obtiennent gain de cause, ils auront souffert de ces décisions administratives. Ça me fait penser à la censure bancaire qui a frappé TV Liberté il y a quelques semaines, quelques mois, même maintenant. On a le sentiment que, en réalité, le pouvoir politico-bancaire se dit globalement... qu'on soit dans les clous juridiques ou pas, peu importe, on va cogner, ça va les mettre à terre pendant un moment. Pendant ce temps-là, ils seront occupés à faire autre chose. Et puis, bon, si la justice nous donne tort a posteriori, eh bien, c'est pas grave. Justement, les dommages auront été là. Oui, c'est effectivement ce qui se passe, sauf que quand on obtient gain de cause, à ce moment-là, il y a un préjudice. Donc, vous faites payer l'État, si vous voulez. Et par exemple... Quand une justice fonctionne. Oui, on suppose que la justice fonctionne, si vous voulez. Mais dans le cas de Xavier,
il pourra demander un préjudice, un praecium dolori, comme on dit, au prorata du nombre de jours dont il aura été privé. De son accès à ses comptes bancaires. C'est comme ça que ça doit normalement se jouer. Bon, évidemment, le gouvernement fera appel. Il y aura donc un procès en première instance, procès en deuxième instance. Bon. Mais sur le fond, je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'ils vont gagner. Donc, je pense qu'il s'agit plus d'un énorme coup de bluff sur une personne qui était dans une position juridique effectivement fragile, c'est Jacques Beau, puisqu'il n'était pas résident, il était résident dans l'Union européenne, mais il n'était pas citoyen d'un pays membre. Et Xavier, parce que lui, il est là, il n'est pas présent sur le territoire. Bon. S'il avait été présent sur le territoire, je pense que ça n'aurait pas été fait. Parce que là, évidemment, ils peuvent demander une mesure d'astreinte quasi immédiate. Et donc là, ça posait un véritable problème juridique. Je pense que le gouvernement se serait ramassé une claque juridique très vite. Comme il n'est pas en France, ça peut traîner effectivement. Alors j'aurais tendance à dire que ces sanctions brutales, dénuées de fondements juridiques, plaident pour cette inversion que l'on voit dans plusieurs contextes. Et ça me fait aussi penser à cet ouvrage que j'ai cité, Le massacre du Maïdan, la tuerie de masse qui a changé le monde, et à votre préface, puisque on a entendu parler de cette fameuse révolution de Maïdan en 2014, en Ukraine bien sûr, comme d'un principe d'émancipation, comme d'une révolution populaire et démocratique. Et là, on voit que l'auteur que vous préfacez parle de tuerie de masse. Ce sont des mots très forts et qui frappent aussi par le strict contraire de la sémantique qu'on entend habituellement sur ces questions et cet événement historique. Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser qu'il y avait en 2013 des manifestations de masse qui ne concernaient pas tous les Ukrainiens, mais qui concernaient à l'évidence une partie importante de la population ukrainienne, contre la corruption du pouvoir. Bien. Et cette corruption, elle ne fait aucun doute pour tous les gens qui connaissent un petit peu la situation à l'époque. Oui, M. Yanukovych était corrompu. Des officiels russes avec qui j'étais à l'époque en contact, parce que c'était mes anciens étudiants. Pour dire les choses, j'ai enseigné pendant près de 10 ans au Haut Collège d'économie. Un certain nombre de ces personnes sont rentrées dans l'administration, étaient dans les services économiques du ministère des Affaires étrangères. Ils étaient en train de négocier avec la partie ukrainienne, puisqu'il y avait à cette époque-là la négociation d'un possible prêt. Bon. Et ils m'ont fait état, je dirais, de pratiques de l'ordre de la rétrocommission, etc., qui les scandalisaient. Or, il faut savoir que, vivant en Russie, ils avaient l'estomac bien accroché là-dessus. Bon. Donc, il n'y a absolument aucun doute sur la légitimité de ces manifestations. Après, qu'est-ce qui se passe ? Au mois de février, il y a une nouvelle manifestation et, dans le discours qui est tenu en Occident, les manifestants sont pris sous le tir de la garde présidentielle, ce qu'on appelle les Berkouts, et évidemment, ça provoque une émotion énorme, il y a des dizaines de morts, bon, etc. Bon. Ce que démontre... Donc ça renforce la défiance à l'égard du pouvoir. Voilà, et puis surtout, ça provoque d'autres manifestations, bon, etc. Yanukovych part... Bon. Ce que démontre Ivan Khachanovsky. Alors, il faut dire que Ivan Khachanovsky, c'est un Ukrainien qui a émigré du temps de l'Union soviétique. Donc, il a émigré en 89 ou 90 parce qu'on ne le laissait pas terminer ses études pour des raisons politiques. Pour dire les choses, c'est un spécialiste de sciences politiques. Et il faisait dans sa thèse référence à des travaux occidentaux, en particulier aux travaux de Max Weber. Bon. Et là, non, bon, vous ne pourrez pas soutenir votre thèse, etc. Donc, il part au Canada, parce qu'il y a une communauté ukrainienne assez importante au Canada. Il reprend ses études, cette fois-ci dans le système
canado-américain. Il faut savoir que les deux systèmes universitaires sont en réalité assez proches. Il passe sa thèse, il commence à écrire des livres sur des sujets qui ne concernent pas spécifiquement l'Ukraine. C'est un grand spécialiste de ce qu'on appelle les pays divisés. Split Country, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages, publié un ouvrage. Il dirige un ouvrage, ce qui veut dire que quand vous dirigez un ouvrage universitaire, vous êtes reconnu par vos pairs. Autrement, il n'accepterait pas d'être sous votre nom. Voilà. Et quand il est témoin depuis le Canada, quand il est témoin de ça, immédiatement, il remarque, moi aussi j'avais remarqué que même la télévision occidentale, par exemple, TF1, dans son premier reportage, qui doit être fait le 20 ou le 21 février, dit, mais il y a des problèmes. D'ailleurs, il y a des bruits comme quoi les manifestants portent des plaies dans le dos. Les manifestants qu'on a, les corps qui ont été amenés à l'hôpital. Une communication de la responsable européenne sur place, qui est interceptée, probablement par les Russes, il faut le dire, mais le problème n'est pas qui l'a interceptée, le problème est que cette communication existe, si vous voulez. Elle dit la même chose. Elle dit, je suis allé dans les hôpitaux de Kiev pour m'informer sur le nombre de tués et de blessés, et ce que me disent les médecins est très surprenant. Ces gens ont été touchés par des balles arrivant dans le dos. Donc clairement, c'est pas dans le cadre d'une riposte à un assaut, par exemple. S'ils avaient été les victimes de tirs des Berkouts, ils auraient été tués de face. Et là, il commence à travailler. Et la première fois que je cite Katchanovski, c'est à l'automne 2014, parce qu'il a déjà publié un document de travail, et il va publier différents documents. Alors, lors du congrès de l'Association américaine de sciences politiques, même un de ses papiers fait l'ouverture d'un congrès, si vous voulez. Bon, c'est des choses qui sont parfaitement reconnues. Et ce qu'il montre, c'est que, il y a un complot, en réalité, de l'extrême droite ukrainienne, de l'extrême droite nationaliste ukrainienne. C'est eux qui ont tué et blessé la majorité des gens. Après, il y en a d'autres qui ont été aussi blessés par les forces gouvernementales, qui ont riposté. Oui, bien sûr. Après, ça participe au chaos. Tout à fait. Donc ça, il le montre. Il montre aussi que les gouvernants des pays occidentaux sont au courant très vite, que probablement 36 heures après, ils savent ce qui s'est passé. Et pourtant, ils maintiennent un discours qui est un discours falsifié. Même chose pour la presse occidentale. Et là, il montre que une grande partie de la presse, qu'elle soit d'ailleurs européenne ou américaine, est au courant de la vérité. Voilà, mais qu'elle ne le dit pas. Donc, tout ça, il le montre très bien. Et surtout, ce qu'il montre, c'est comment a été constitué ce complot, à travers quels contacts. Alors, le point important, c'est qu'il montre bien que c'est quelque chose qui est ukrainien. Toutes les rumeurs, oui, mais c'est une révolution sous faux drapeau fait par l'Union européenne ou la CIA, etc. Il dit non, c'était un projet de la fraction dure de la mouvance ethno-nationaliste existant en Ukraine. Une partie des tireurs sont des gens de Pravi Sektor. Donc, alors, Pravi Sektor, c'est ce mouvement de supporters ukrainiens qui a dérivé. Grosso modo, c'est comme si le COP de Boulogne, si vous voulez, au Parc des Princes, dont on sait qu'il est très proche de l'extrême droite, s'était radicalisé et était intervenu dans une manifestation pour faire croire que le gouvernement tirait sur ces manifestants.
C'est ça la meilleure comparaison, que le parti Svoboda était parfaitement au courant et a organisé aussi une partie des choses, et que ces deux organisations, Pravi Sektor et Svoboda, sont allés chercher en Serbie des mercenaires qui ont aussi participé au tir. Donc voilà, ça... Et donc il y a une coordination entre ces deux factions. Absolument. Et vous le pensez sans aucune intervention étrangère, mais une intervention étrangère qui vient ensuite en support de la communication. Oui, tout à fait. Tout à fait, et ça, c'est assez bien démontré. En tout cas, c'est très convaincant. Alors, il analyse un nombre de sources absolument énormes, qu'il s'agit d'interviews, qu'il s'agit de bandes magnétiques, de vidéos. Bon, c'est absolument énorme. Et, si vous voulez, ce travail n'est pas actuellement remis en cause. Bien sûr. Il n'est pas remis en cause. Il a eu, d'une certaine manière, l'onction de tous les universitaires de sciences politiques. Bon. Après, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement ukrainien a saisi les biens de la famille Kachanovsky en Ukraine. On y revient. Voilà. Il a été, d'une certaine manière, enfin, que son éditeur, quand il a sorti le livre, a été sous pression du gouvernement américain pour qu'il ne sorte pas le livre, et qu'il a réussi à le faire sortir parce qu'il a créé une cagnotte et il a racheté les droits à l'éditeur. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a pu le faire traduire en France, parce que on n'a pas eu les droits. Il est sorti chez Springer. Bon, Springer, contrairement à ce que dit son nom, est aujourd'hui une firme américaine. Et là, il a racheté les droits à Springer, donc le livre sort chez Springer, finalement, et tout le monde peut le citer, le traduire. La seule chose que demande Kachanovsky, c'est de dire que c'est la traduction d'un livre qu'il a écrit et qui est sorti chez Springer, etc. Bon. Il ne demande que ça, ce qui est le minimum. C'est le minimum, et c'est tout à fait habituel. Donc voilà, j'ai parlé avec les gens de Perspective Libre, ils ont traduit le livre, et moi je fais une introduction pour dire quel était le contexte économique, politique, social, bon, etc. Et une universitaire ukrainienne qui actuellement enseigne aux États-Unis. Elle a un contrat par une université américaine, hein, c'est une sociologue, qui est d'ailleurs assez connue parce que elle a beaucoup travaillé sur la question de la mémoire des génocides allemands et ukraino-allemands qui ont eu lieu. Donc, elle a été à un moment donné la dirigeante de la fondation de la Shoah en Pologne. Bon, là aussi, c'est quelqu'un, si vous voulez, de connu. Et reconnu. Et de reconnu. Et là, elle nous a fait un texte où elle parle justement de la résistance à la mobilisation ukrainienne depuis 3 ans. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça le statut. Et ce que ça nous dit de choses, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que, en tous les cas, les Occidentaux, je mets de côté les États-Unis qui ont été beaucoup moins actifs sur le moment, je ne dis pas après, mais sur le moment, bon, les Occidentaux avaient tous les moyens de dire ce qui s'était passé. Ils connaissaient la vérité. Alors, ils la connaissaient peut-être pas avec le détail que donne Kachanovsky, hein, parce qu'il y a quand même 5 ans, 6 ans de travail derrière. Hein. Bon, mais ils connaissaient et ils ne l'ont pas fait. Et ce qui est encore pire, c'est que quand il y a eu des discussions entre Ukrainiens, Russes et l'Union européenne pour aboutir à une forme de stabilisation légale des événements, alors là, c'est des choses qui se passent en mars-avril 2014, les Ukrainiens ne respectent pas l'accord qui pourtant a été bon, et l'Union européenne, qui était partie prenante de cet accord, ne proteste pas. Et donc, on va le voir avec Minsk 1 et 2 et le fameux format Normandie qui n'a jamais vraiment existé. Tout à fait. Donc, ça dit quelque chose quand même d'important sur une action opportuniste
de la part de l'Union européenne et d'un certain nombre de gouvernements de pays de l'Union européenne, essentiellement le gouvernement allemand, mais aussi malheureusement le gouvernement français, qui se servent de cela et qui se servent d'un mensonge en sachant eux-mêmes pertinemment que c'est un mensonge. Alors, pardon, mais vous dites opportuniste, c'est qu'il y a une opportunité pour faire quelque chose de positif. Quelle est la chose de positive qui ressorte ? Être opportuniste, c'est se saisir de quelque chose pour faire quelque chose que soi-même on peut considérer comme positif, mais qui n'est pas nécessairement positif en général. Évidemment, c'était là où je voulais en venir. Quel était l'objectif donc, de ces pays dans ce cadre enfin, quand je dis de ces pays, de ces dirigeants plus exactement d'ailleurs, parce que les dirigeants et les peuples, c'est pas tout à fait pareil, on le voit de plus en plus. Donc quel était l'objectif des dirigeants français, allemands, peut-être anglais déjà à l'époque, et quelles étaient leurs perspectives dans ce cadre? Quel était leur intérêt à suivre ce narratif et à suivre cette affaire? Alors, l'idée, et ça apparaît très vite dans les négociations, l'idée c'est arrimer l'Ukraine à l'Union européenne. Bon. Ce qui est absurde d'un point de vue économique, quand on sait que le commerce avec l'Union européenne représentait à peu près 25% du commerce extérieur ukrainien, et que 45% du commerce extérieur ukrainien se faisait soit avec la Russie, soit avec la Biélorussie, enfin bon, avec... Bien. Par ailleurs, il y a derrière ça un discours idéologique qui dit tout ce qui écarte l'Ukraine de la Russie est bon démocratiquement. C'est l'idée, voilà, la Russie est un pays autoritaire qui ne respecte pas la démocratie. Donc, tout ce qui écarte l'Ukraine de la Russie est bon pour la démocratie. Tiens. Sauf que, admettons ce raisonnement, si vous voulez. Mais à ce moment-là, il faut dire, qu'est-ce que vous faites pour arriver à ça ? Vous soutenez des gens qui, eux aussi, sont des adversaires de la démocratie. Pravi sector et Svoboda, c'est pas n'importe quoi. Surtout quand on fait tirer dans la foule. Ce sont des groupes, et au-delà, les groupes qu'ils influencent, qui militent activement pour la réhabilitation de génocidaires en Ukraine. Le fameux Bandera. Bandera, les gens de l'OUN, l'OUN et de l'OUN-A. Bon. 3. De toutes les manières, vous faites ça de manière absolument antidémocratique, puisque vous soutenez une manipulation. Donc, il y a là un énorme problème, je dirais, d'adéquation entre les fins et les moyens, quoi que l'on pense de la Russie, bien sûr, si vous voulez. Donc rien que ça aurait dû à un moment donné faire dresser l'oreille au personnel politique en France. Dire non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas soutenir un pays où on fait d'un génocidaire un héros. Ça pose un énorme problème. Bon. Et par ailleurs, et on le voit aujourd'hui, des pays de l'Union européenne qui ont été victimes des génocidaires ukrainiens de 1941 à 1944 commencent à dresser, eux, l'oreille. Les Polonais. Les Polonais ont exigé que le gouvernement ukrainien désavoue les gens qui soutiennent Bandera et Bandera lui-même. Et ça fait 3 ans qu'ils le demandent, hein. C'est pas d'hier, hein. Ça fait 3 ans qu'ils le demandent. Et le gouvernement ukrainien résiste, dit non, ça fait partie de notre histoire. Bon. Donc, il y a là un problème de contradiction entre un discours officiel et la manière dont ce discours est appliqué et tout ce qu'implique ce discours en termes politiques, qui aujourd'hui pose un énorme problème, et on le voit dans le conflit maintenant ouvert entre le gouvernement polonais et le gouvernement ukrainien. Le gouvernement polonais dit oui, on vous soutient face aux Russes, mais
en même temps, vous devez absolument dénoncer des gens qui ont quand même fait probablement entre 100 et 150 000 morts en Pologne, dans la partie qui, à l'époque, était considérée comme polonaise, qui a été rattachée à l'Ukraine par Staline, mais qui, à l'époque, donc avant 1945, fait partie de la Pologne. Lviv, c'est Lvov. Et Lvov, qui a été russe avant 1914, mais elle est polonaise de 1919 jusqu'à 1939. Et elle est à nouveau rattachée au gouvernement général de Pologne à partir de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne en 1941. Donc, il y a là un véritable problème, et la forme de nettoyage ethnique auquel se livrent l'UN et l'UNA sont des choses qui sont parfaitement connues. En tous les cas, moi j'ai toujours eu connaissance de ça, je connais bien les sources historiques, et par ailleurs, j'ai une partie de ma famille qui est morte dans ces pogroms. Soit dit en passant, je crois que le documentaire d'Oliver Stone évoque toutes ces questions, oui, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, je crois qu'il était en libre accès, d'ailleurs, sur plusieurs réseaux, donc les téléspectateurs peuvent y aller pour le regarder. Jacques Sapir, j'aimerais à présent qu'on fasse un grand saut, évidemment pour rejoindre l'actualité, mais tout ce que vous venez de nous expliquer est bien évidemment fondamental pour comprendre justement ce dont on va parler à présent. Ces dernières semaines, nous avons vu s'enchaîner les discussions autour de négociations de paix, notamment entre Vladimir Poutine et Donald Trump, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Je vous propose peut-être, avant de commencer, comment voyez-vous ça aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le sentiment que, comme le dit Donald Trump, on n'a jamais été aussi proche ? Alors, oui, d'une certaine manière, on n'a jamais été aussi proche de la paix, sauf peut-être en avril 2022, quand il y avait eu les négociations en Turquie entre Russes et Ukrainiens. Bon. Donc on est aussi proche de la paix qu'au début ? Voilà, mais on est certainement plus proche, par exemple, en 2023 ou 2024. Ça, c'est absolument incontestable. Mais les obstacles qui restent avant un traité de paix sont néanmoins immenses. Les Russes, et c'est leur position depuis le début, disent on ne veut pas un replâtrage, on veut arriver à un traité de paix qui soit stable et qui permettent à l'Ukraine et à la Russie de régler une fois pour toutes ces problèmes. Bon. Et la position des Ukrainiens disent nous, ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu. On est prêt à dire que ce cessez-le-feu est à durée indéterminée. En fait, ils voudraient d'une solution à la coréenne. Il n'y a toujours pas de traité de paix. In fine, c'est un peu ce qu'ont donné les accords de Minsk 1 et Minsk 2, d'ailleurs. Tout à fait. Ça serait donc... Alors, les Russes l'interprètent comme étant un Minsk 3, et ils n'en veulent sous aucun prétexte. Donc, tant que l'un des deux ne fait pas évoluer sa position, et on voit mal la Russie faire évoluer sa position, surtout compte tenu du fait qu'actuellement elle est à l'offensive, et elle a plutôt sur le terrain le vent en poupe, il n'y a pas d'accord. Et il faudra attendre que, à mon avis, qu'il y ait des pertes suffisantes et que l'armée ukrainienne se délite de manière importante pour que Zelensky soit obligé d'accepter ce qui sera bien effectivement les conditions des Russes. Alors l'actualité a été secouée justement entre ces négociations et ces discussions sur cette affaire de drone lancée sur Novgorod, la résidence de Vladimir Poutine. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout simplement le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui annonçait ces faits. В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим... Le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste contre une résidence officielle du président russe dans la région de Novgorod avec 91 drones de longue portée. На государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Nous tenons à souligner que cette attaque a eu lieu alors que se déroulaient d'intenses négociations entre la Russie et les États-Unis en vue de résoudre le conflit ukrainien.
De tels actes irresponsables ne resteront pas impunis. Dans le même temps, nous n'avons pas l'intention de nous retirer du processus. Cependant, compte tenu de la dérive criminelle du régime de Kiev, la Russie réexaminera sa position dans les négociations. Alors, comme toujours avec Sergueï Lavrov, chaque mot compte dans ses déclarations. À l'issue de ces déclarations, Trump s'est dit très fâché de prendre connaissance de ces frappes ukrainiennes. Néanmoins, aujourd'hui, quand nous enregistrons cette émission, d'autres informations seraient parvenues jusqu'au président américain, des documents issus de la CIA notamment, qui diraient que non, il ne s'agissait pas d'une attaque ukrainienne. Alors, qui croire et quand le croire ? Alors, la CIA, ou plus exactement, une source non identifiée de la CIA. C'est quelque chose d'important à préciser. On est plutôt dans du ragot de couloir que dans une position officielle. Dit, oui, ces drones sont bien ukrainiens, oui, il y a bien eu une attaque ukrainienne, mais cette attaque visait une cible militaire et non pas le président Poutine, ou plus exactement le complexe présidentiel qu'il y a au niveau du lac Valdai. Bien. Les Russes ont récupéré plusieurs drones. Aucun de ces drones n'a touché sa cible. Ils ont récupéré plusieurs drones en relativement bon état. Et ils disent qu'ils ont transmis aux États-Unis les données de guidage des drones. Donc, aujourd'hui, très probablement, le gouvernement américain connaît la vérité. Il sait, est-ce que les Russes ont complètement raison ? Est-ce qu'ils se sont affolés ? Parce que, visiblement, quand Lavrov fait cette déclaration, ils n'ont pas encore exploité les données de guidage des drones. C'est une déclaration de principe, mais il n'a pas encore tous les éléments entre les mains. Bon, voilà. Mais c'est ça la question. Et donc, il faut attendre une prise de position officielle du gouvernement américain. Parce que ce que moi j'appelle des ragots de couloir, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Si vous voulez, ça peut être une décision du gouvernement américain de dire à un officier de la CIA « tu vas parler avec tel et tel journaliste et tu vas lui dire des choses. Bon, c'est toi qui le dis, c'est pas nous, mais bon, d'accord, ça existe. Ça existe. J'étais dans ce cas. Alors, pas un journaliste, mais vous allez dire au petit Sapir qui vient régulièrement pour discuter avec nous un certain nombre de choses et il va le transmettre au gouvernement français. Bon, ok. Comme ça peut être un officier qui prend une position personnelle et cela n'engage en rien l'appareil gouvernemental et l'appareil de la CIA. Bon. Ce qu'on sait néanmoins, c'est qu'il y a eu des actes, on pense au lieutenant-général Sarvarnov, qui est mort il y a quelques semaines aussi, dans un attentat à la voiture piégée. Là encore, il n'y a pas eu de revendication des autorités ukrainiennes, ça tombe sous le sens. Mais ce n'était pas la première fois qu'un haut gradé de l'armée russe était victime d'un attentat. On se rappelle de cet autre monsieur qui sortait de son immeuble, où je crois que c'était des trottinettes qui explosaient à son passage. On se rappelle de la fille Dugin, Daria Dugina, qui est décédée aussi dans la voiture de son père, sans qu'on sache bien si c'était elle ou son père qui était visé. On imagine plutôt son père, on l'espère, enfin, entre guillemets. On se dit quand même, c'est un peu signé Furax, j'allais dire. Oui, alors, on sait que les services secrets ukrainiens ont des pratiques terroristes. Si vous voulez, c'est un petit peu ce qui se passait en 1914 avec les services secrets serbes, qui, indirectement, en soutenant l'organisation La Main Noire, qui opérait au sein du territoire de l'Autriche-Hongrie, ont été au moins complices
et probablement les responsables de l'attentat de Sarajevo, qui déclenche la Première Guerre mondiale. Bon, bien. Là, quand on dit oui, mais c'est les services secrets occidentaux, non, je pense que c'est les services secrets ukrainiens. Et il y a d'ailleurs un tel nombre d'Ukrainiens qui vivent en Russie qu'il est relativement facile d'infiltrer des agents ukrainiens en Russie. Bon. Ce qui explique qu'on parle d'une guerre fratricide, d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on sait qu'il y a 2,5 millions de réfugiés ukrainiens qui sont venus depuis 2022, ils sont essentiellement venus en 2022 et début 2023, qui sont en Russie. Bon, ok. Là où il y a un véritable problème, c'est que quand vous êtes le pays qui est, d'une certaine manière, le patron d'un petit pays en guerre, soit vous lui dites, vous faites ce que vous voulez, mais à ce moment-là, vous assumez la responsabilité, pas la culpabilité, mais la responsabilité de ce qui est fait, soit vous dites, non, attendez, là maintenant, vous ne pouvez plus faire ça. On est en pleine négociation, vous ne pouvez plus faire ça. C'est un peu ce que dit Donald Trump entre les lignes. C'est ce qu'il dit entre les lignes, et d'une certaine manière, ce que demande Lavrov, lui aussi entre les lignes, c'est, écoutez, vous avez les moyens de dire aux Ukrainiens, maintenant, arrêtez de faire ce type de bêtises, parce que si vous continuez, nous, on peut riposter de manière tout à fait considérable. Mais pardon, Jacques Sapir, mais on a évoqué tout à l'heure, et c'était ça qui était intéressant, justement, c'était de pouvoir faire le lien entre ces deux périodes ukrainiennes. On a évoqué tout à l'heure cette affaire du Maïdan en fin février 2014. On voit bien qu'à ce moment-là, des factions échappent au pouvoir. Bon, alors évidemment, encore plus quand c'était Yanukovych, ça va sans dire. Mais aujourd'hui, même avec Zelensky, on pourrait imaginer qu'il y a une partie qui ne contrôle pas. Alors, oui, vous avez raison, c'est imaginable. C'est pas pour le dédouaner, hein. Oui, mais si vous voulez, simplement, là, si ce sont les services secrets ukrainiens, et pour les attentats, c'est clairement les services secrets ukrainiens, ces services secrets ukrainiens sont bien tenus en main et ils sont très proches du pouvoir. Boudanov, qui est le dirigeant des services secrets, voit Zelensky tous les jours. Donc, si Zelensky lui dit « Écoute, maintenant, tu retiens tes chiens, hein, parce que je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui fasse dérailler le processus de paix », Boudanov obéira. Donc ça, c'est clair. C'est moins clair sur d'autres choses, où effectivement, quand il y a des actes, par exemple, pour la nuit du jour de l'an, les Ukrainiens ont ciblé un village qui est dans la partie de l'oblast de Kherson sous contrôle russe. Bon, il y a eu 24 morts, etc. Bon. C'est, de manière évidente, c'est un acte terroriste, d'une certaine manière. Et ça a pu être décidé par des autorités locales, par exemple par des gens du SBU locaux. Bon. Donc on est sur une logique très différente. Mais infiltrer des gens en Russie ou prendre la décision de cibler la résidence des présidents russes, hein, donc la résidence du Val d'Aille, et pas de tirer un missile, pas de tirer un drone, ils en ont tiré 91. Bon. Ça implique, je dirais, une connaissance et une reconnaissance de la part du gouvernement. Alors, dans ce processus, on a peu entendu Zelensky évoquer cette question. On a vu aussi que, globalement, l'Ukraine avait rejeté la faute en disant que ce n'était absolument pas depuis Kiev que ça avait été décidé. Et Volodymyr Zelensky a un peu fait comme si ça n'avait jamais existé, en poursuivant les questions autour des accords de paix. Je vous propose qu'on l'écoute. Il a profité de ses vœux, justement, pour en parler. L'accord de paix est prêt à 90%. Il reste 10%. Et cela représente bien plus que de simples chiffres. Ces 10% contiennent tout, en fait. Ce sont ces 10% qui détermineront le destin de la paix, le destin de l'Ukraine et de l'Europe, la manière dont les gens vivront.
і Європи. Те, як житимуть люди. 10% 10% pour sauver des millions de vies, 10% de la détermination nécessaire pour que la paix fonctionne à 100%, 10% de l'unité et de la sagesse, si désespérément nécessaire, ukrainienne, américaine, européenne, venue du monde entier, 10% jusqu'à la paix. Американською, європейською, всього світу. 10% до миру. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas qui lui a fait sa communication, mais son obsession pour les 10%, c'est un peu spécial quand même. On ne comprend pas bien. Alors, il dit quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire que dans un accord, dans un traité de paix, vous avez beaucoup de points de détail. Et ça occupe effectivement 80-90% du texte. Et puis vous avez l'essentiel, qui est, comment c'est dire, est-ce que l'Ukraine reconnaît la souveraineté de la Russie sur les 4 oblasts? Est-ce qu'elle s'engage à ne pas tenter de les récupérer militairement? Si vous voulez, bon, voilà. Une série de points qui n'occuperont probablement que 3 ou 4 articles du traité de paix final et qui pourra comprendre peut-être une centaine d'articles, parce qu'il y a vraiment toute une série de choses qu'il faut traiter. Bien. Donc, c'est vrai que techniquement, ce n'est que 10%. Maintenant, ce serait clair que c'est le cœur. 90% des discussions. Voilà, c'est clair que c'est le cœur du traité. Et que là, pour l'instant, la position de l'Ukraine et la position de la Russie sont absolument irréconciliables. Pour l'instant. Pour l'instant. Après, c'est vrai aussi que, d'abord, les Ukrainiens disaient qu'ils ne négocieraient jamais. Ils sont en train C'était interdit par la loi, d'ailleurs. Voilà, ils sont en train de négocier. Donc, la situation va évoluer. La situation va clairement évoluer. Et, à mon avis, elle ne peut évoluer que dans le sens d'une acceptation des conditions russes par les Ukrainiens. Alors, est-ce qu'ils vont accepter à 100% ou est-ce que les Russes vont leur laisser 5% pour qu'ils puissent dire « oui, nous n'avons pas tout perdu », Bien etc. sûr. Bon, ça, c'est le problème des diplomates. Hein. Je dirais, c'est le cœur de la diplomatie. Mais sur le fond, on voit très bien que l'on va dans cette direction. J'aimerais qu'on écoute à présent un extrait des vœux de Vladimir Poutine, ça fera le pendant. Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Chers citoyens russes, chers amis, en cette période précédant le Nouvel An, nous ressentons tous le passage du temps. L'avenir est devant nous et ce qu'il nous réserve dépend en grande partie de nous. Nous nous efforçons d'apporter joie et chaleur à ceux qui ont besoin d'attention et de soins, et bien sûr de soutenir nos héros, les participants à l'opération militaire spéciale, par nos paroles et par nos actes. Поддержать наших героев, участников специальной военной операции. Vous avez pris la responsabilité de vous battre pour votre patrie, pour la vérité et la justice. Des millions de personnes à travers la Russie, je vous l'assure, sont avec vous en cette veille du Nouvel An. Elles pensent à vous, compatissent avec vous, espèrent pour vous. Nous sommes unis dans notre amour sincère, désintéressé et dévoué pour la Russie. Je félicite tous nos soldats et commandants pour la nouvelle année qui arrive. Nous croyons en vous et en notre victoire. Верим в вас и нашу победу. Alors, ce qui m'intéresse, Jacques Sapir, évidemment, c'est le mot de la fin. Nous croyons en vous et en notre victoire. On ne parle pas de paix, là, on parle de victoire. Aujourd'hui, est-ce que Vladimir Poutine, finalement, il ne se dit pas, bon, la paix tarde, visiblement, personne ne veut la faire, moi-même, mes forces russes sont à l'initiative et globalement sont à l'avantage. Est-ce qu'on ne devrait pas davantage terminer le travail sur le plan militaire ? Non, je pense que Poutine ne fait que redire ce qui est dit par les autorités russes pratiquement depuis l'été 2022. C'est, si vous acceptez nos conditions, on arrête. Bon. Et quand il dit pour la victoire, ça veut dire jusqu'au moment où nous obtiendrons un traité de paix qui corresponde à ce que nous voulons. C'est clair, ça n'a pas changé. Il
il faut savoir que de ce point de vue-là, le gouvernement russe est sur une position extrêmement claire, parfaitement connue de tous les Occidentaux. Si vous voulez, quand ils disent oui, mais ils veulent... Non, on sait tout à fait ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir une situation claire et ne permettant pas de reprise de la guerre en Ukraine. Autrement dit, ils veulent non seulement la souveraineté sur des territoires où ils ont organisé un référendum, bien, on peut discuter ça, on peut dire que ça aurait dû... Enfin, si un référendum doit avoir lieu, il doit avoir lieu sous l'égide des Nations Unies, etc. Bon, mais ils ont organisé un référendum, donc ils considèrent que cette partie du territoire ukrainien est en réalité russe, et sur le fond, ils disent, mais ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus de possibilité pour un gouvernement ukrainien, quel qu'il soit, de pouvoir recommencer la guerre. Donc ça veut dire une armée limitée, etc. C'est ça pour eux, ce qu'on appelle la paix. Ils n'ont pas l'intention de conquérir... Et pas d'OTAN, évidemment. Et pas d'OTAN, évidemment. Mais ils n'ont pas l'intention de conquérir toute l'Ukraine. Pour une raison simple. Conquérir toute l'Ukraine, ça veut dire aussi conquérir des zones qui sont farouchement anti-russes. Bien. On sait qu'il y a une partie de l'Ukraine qui était plutôt pro-russe dans la population, une partie de l'Ukraine dont les sentiments ont historiquement varié, qui a basculé du côté de la guerre quand la guerre a commencé, mais qui aujourd'hui pourrait revenir sur des positions, je dirais, plus pacifistes, et puis une partie de l'Ukraine qui continue, en particulier l'Ouest, hein, si vous voulez, l'Ouest où on parle l'ukrainien, ou en tous les cas la forme dérivée, le sourgique, mais qui est la plus proche de l'ukrainien, bon, et qui clairement n'accepte pas le traité de paix. Bon. Donc, si la Russie conquérir la totalité du territoire ukrainien. Ça veut dire qu'elle serait obligée de maintenir des forces de sécurité considérables pour au moins 10 ans, peut-être 15 ans. Bon, ça, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas avoir à nouveau un espèce de furoncle qui pourrait tourner en abcès d'un moment à l'autre. Et ça, ils ne veulent pas. Ils veulent une situation claire. Donc, en fait... La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils se contenteront des 4 oblasts, ou est-ce qu'ils n'ont pas, quelque part derrière la tête, l'idée de conquérir ce qui reste de la côte d'Odessa. Voilà. C'est la seule chose qui, à mon avis, peut être discutable. Mais aller au-delà de cela, non. D'ailleurs, on le voit très bien, la Russie n'a pas mobilisé les forces nécessaires à une conquête générale de l'Ukraine. Parce que si, admettons que le gouvernement russe et les généraux russes veulent vraiment conquérir toute l'Ukraine, c'est pas une armée d'1 600 000 hommes qu'il faut. D'ailleurs, il faut savoir que sur ce 1 600 000 hommes, il y a à peu près 700 ou 800 000 hommes qui ne sont pas en Ukraine, qui défendent le reste des frontières. Bon. Il faudrait qu'ils déploient sur le terrain 2,5 millions d'hommes, entre 2 et 3 millions. Bon, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc, rien que cela, ça nous permet de comprendre que leurs visions sont des visions limitées. Ils veulent aboutir à une situation de paix, même si c'est une paix avec une partie récente de l'Ukraine qui dit « Ah, les vilains Russes », etc. Ça, ils s'en fichent du moment qu'ils n'ont pas les moyens de les attaquer. Honnêtement, ils s'en fichent. Mais si vous voulez, c'est pas le problème. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est d'un cessez-le-feu où le gouvernement ukrainien continuerait d'avoir les moyens d'attaquer la Russie. Donc ça veut dire pas de drones à longue portée, pas de missiles à longue portée, etc., des armements, et une force armée qui est réduite. Bon, si vous voulez, je le dis maintenant depuis 4 ans, c'est le scénario finlandais. Ce sont les conditions qu'ils avaient mises
au traité de paix avec la Finlande. La Finlande devait être neutre. Ses armements devaient être limités, et ils ont été limités pratiquement jusqu'en 1990, voire en 2000. Et troisièmement, les Russes avaient demandé que les politiciens finlandais les plus anti-russes ou qui avaient coopéré ouvertement avec les Allemands soient poursuivis et punis. Il y a eu quelques procès, mais ça n'a pas été quelque chose de général. Et c'est en fait comme cela qu'il faut comprendre la dénazification de l'Ukraine. Les Russes eux-mêmes savent très bien que l'Ukraine n'est pas nazie en matière d'État. Qu'il y ait des nazis en Ukraine, ça c'est autre chose. Oui, ça, que ces nazis aient pu influencer ou des politiciens, pas nécessairement tout le pouvoir, mais des politiciens, ça aussi. Bon. Okay, mais de toutes les manières, je pense que ça serait aussi l'intérêt des États de l'Union européenne de dire aux Ukrainiens, écoutez, il faut que vous fassiez un peu le ménage chez vous, parce que ça sent vraiment pas bon, ceux qui viennent chez vous. Il faudrait aussi que vous fassiez un petit peu le ménage. Bon. Mais c'est ça que veulent les Russes. Les Russes n'ont aucune intention d'attaquer les pays baltes. Je crois que c'est le chef du renseignement militaire de l'Estonie qui l'a dit. Il a dit non, on le voit très bien. Ils font les manœuvres qu'ils font d'habitude, mais il n'y a pas de montée en puissance sur les pays baltes. Ils n'ont pas non plus l'intention d'attaquer la Pologne. Bon. Donc, en fait, toute cette histoire, enfin, toute cette espèce de psychose de guerre que nous connaissons actuellement en Occident, elle est absolument montée. Les intentions des Russes sont parfaitement connues. Elles sont connues d'ailleurs par tout le monde. Alors, on peut dire c'est inacceptable. Bon, c'est un problème. Après, c'est inacceptable, oui. Mais sauf que si les Ukrainiens, à un moment donné, les acceptent, ça deviendra acceptable. Certes. Bon, parce que c'est pas nous qui nous battons sur le terrain, ce sont les Ukrainiens. Donc, d'une certaine manière, c'est eux qui auront le dernier mot là-dessus pour savoir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Bon. Mais ils ne vont pas aller au-delà. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, la Russie, le gouvernement russe, a beaucoup plus les yeux tournés sur l'Asie, un petit peu sur le Moyen-Orient, mais beaucoup plus sur l'Asie que sur l'Europe. Donc, ne pas comprendre cela, c'est faire un contresens absolument fantastique sur la volonté des autorités russes. Pour conclure, Jacques Sapir, là nous arrivons dans moins de 2 mois à l'anniversaire, un triste anniversaire de la 4e année de guerre ouverte en Ukraine. Comment voyez-vous l'avenir de ce conflit au vu des agissements des dirigeants européens et tout particulièrement le trio Starmer, Macron et Merz, malgré les initiatives de Donald Trump qui semblent être en faveur de la paix mais qui est quand même toujours d'accord pour vendre des armes américaines aux Européens pour fournir l'Ukraine. Comment voyez-vous cela? Est-ce que vous croyez que les perspectives de paix sont désormais vraiment imminentes ou est-ce que ça peut durer encore des années? Non. Je pense qu'on aura une paix d'ici la fin de l'année 2026, et probablement avant. Je pense que la résolution du conflit, elle aura lieu cet été. Entre le début de l'été ou la fin de l'été, mais probablement cet été. Donc ça c'est clair. Après... Pourquoi cette échéance? Eh bien, quand on voit le rythme auquel se défait l'armée ukrainienne, c'est ce qu'il y a de plus probable. Aujourd'hui, bon, l'armée russe a avancé beaucoup plus qu'en 2024 en Ukraine. Il y a des fractions entières du front qui sont en train de s'effondrer, en particulier dans le sud. D'ailleurs, les Ukrainiens le disent eux-mêmes. Il y a toute une série de militaires ukrainiens qui le disent. Il manque de munitions, il manque de systèmes d'armes. Ils ont de moins en moins de soldats. Pour la première fois, l'armée ukrainienne est aujourd'hui plus faible en termes numériques que ce qu'elle était il y a 1 an ou il y a 2 ans. Bon, ils n'arrivent pas à combler les pertes. Bon, donc,
très clairement, on est dans une logique où, à un moment donné, alors est-ce que ce moment sera ce printemps ? Est-ce que ça sera à la fin du printemps ou au début de l'été ? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais à un moment donné, même les militaires ukrainiens vont dire, voilà. Non, mais concrètement, c'est terrible, mais on prolonge les courbes de pertes et Tout à fait. c'est ça. Tout à fait. C'est une manière... Alors, je dirais, ça donne les choses au pire. Après, on peut espérer que le gouvernement ukrainien prenne conscience qu'il vaut mieux perdre 30-40% que de perdre 80%. Bien sûr. Donc, si vous voulez, il vaut mieux arrêter les frais tant qu'on le peut encore. Bon, ça, c'est un problème. Par contre, ce que je pense, c'est que les relations entre les pays de l'Union européenne et la Russie vont rester, même après le traité de paix, très dégradées. En tous les cas, ça va dépendre des pays. Il y aura une dégradation importante de manière générale, c'est qu'on ne va pas revenir, si vous voulez. Admettons que la paix soit signée demain, après-demain, on ne revient pas à l'avant 2022. Bien sûr. Bon. Après, ça va dépendre des pays. Il y a 2 pays qui, pour des raisons différentes, sont partisans de reprendre contact avec la Russie au plus vite. L'Italie, qui a d'ailleurs dit qu'elle n'enverrait pas de troupes en Ukraine comme garantie. On a bien vu que Giorgia Meloni, dans la coalition des volontaires, était toujours très en retenue. Voilà. Et de manière un petit peu surprenante, Emmanuel Macron, la France. Quand Emmanuel Macron dit il est temps de reprendre contact avec le gouvernement russe, il envoie en fait 3 messages. Premier message, nous avons eu une position de cavalier solitaire dans cette fameuse coalition des volontaires. C'est nous qui avons tenu le discours peut-être le plus excessif, mais qui en avons fait le moins. Bon. Et pourquoi a-t-il joué à ça ? Parce qu'il pense probablement pouvoir acculer l'Allemagne dans une position qu'elle ne pourra pas tenir. La plus jusque-boutiste. La plus jusqu'au-boutiste, et où elle va dépenser beaucoup d'argent et, d'une certaine manière, s'épuiser économiquement. Le premier point. Deuxième point, il souhaite reprendre contact pour réaffirmer l'indépendance stratégique de la France. Ça ne va pas être simple, parce que je pense qu'il y aura un prix à payer par rapport aux Russes. On ne peut pas insulter la Russie, se comporter n'importe comment diplomatiquement par rapport à la Russie, sans qu'à un moment donné, les Russes vous présentent l'addition. Bon. Mais, visiblement, il veut continuer dans cette direction. Et puis la troisième chose, ce qu'il dit implicitement en tenant ce discours, oui, nous sommes directement menacés, oui, il y a une menace russe, etc. Il dit aussi, c'est un gros problème pour l'Europe. Mais la France, elle a la dissuasion nucléaire. Vous ne l'avez pas. Donc c'est une manière de dire aussi aux Européens, aux autres pays européens, ah ouais, mais nous, dans cette histoire, on est bien mieux situés que vous face à cette menace russe. Parce que nous, au moins, nous avons la dissuasion nucléaire. Ah, vous voulez en bénéficier ? Regardons dans quelles conditions. On pourrait peut-être socialiser cette dissuasion. Donc, il y a en réalité, si vous voulez, diplomatiquement, un jeu qui est assez subtil mené par Macron. Le problème, c'est qu'il le mène à la Macron. En même temps. En même temps, et de manière pas du tout subtile, si vous voulez. Mais c'est la même chose quand il avait voulu en 2023, 2024, en 2023 notamment, participer aux BRICS. C'était une bonne idée, ou en tous les cas être observateur lors du sommet des BRICS. Bon, l'idée était bonne. Après... il y avait un problème d'agenda quand même. Oui, mais surtout, il s'invite directement là-dedans. Au lieu de commencer à négocier avec les différents membres des BRICS, est-ce que vous pouvez accepter, bon, etc. Bon, il fait une déclaration, ok, ça va marcher. Évidemment, il s'est pris la porte dans la figure et les 5 pays ont dit non, pas question, on ne veut pas de vous. Bon, donc, c'est aussi ça un problème, le fait que Emmanuel Macron est persuadé
que les idées qu'il peut avoir, et qui ne sont pas toutes mauvaises. J'insiste là-dessus. Non, mais que vous avez raison de bien commencer l'année, hein, Jacques Sapir. Non, mais il peut avoir des idées qui sont intéressantes, mais qui sont mises en place avec un tel mépris des règles les plus basiques de la diplomatie, avec, si vous voulez, la tentation permanente de confondre la communication et la politique, que, évidemment, on aboutit à des résultats qui sont le plus souvent désastreux. Le problème, c'est que nous n'avons pas un président. Nous avons un jeune homme de 40 ans qui est persuadé que la communication l'emporte sur la politique. Et ça, c'est le problème absolument central de la présence au niveau international de la France. Il a réussi à faire perdre à la diplomatie française son crédit sur toute une série de positions. Nous étions, il y a 20 ou 30 ans, du temps de la présidence de Jacques Chirac, la voix de la France comptait encore au Moyen-Orient. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bon, donc on a toute une série de points où il a détruit, d'une certaine manière, la crédibilité de la France. Et le pire dans cette histoire-là, c'est qu'il a détruit cette crédibilité à partir d'idées qui n'étaient pas toutes mauvaises, et dont je peux comprendre toute une série d'entre elles, et dire, oui, effectivement, c'était une carte à jouer. Alors, après, je dis, mais c'est pas comme ça qu'il faut la jouer. Il faut s'y prendre autrement. Et ça, il en semble incapable parce que il veut agir. Quand on abat tout le jeu de cartes, au bout d'un moment, il y a forcément une carte qui est bonne, mais... Mais même pas ça, c'est que, si vous voulez, quand vous voulez obtenir quelque chose, il faut savoir qu'il faut du temps. Bon, faut contacter les gens, faut respecter les égos des uns et des autres. Bon. Mais lui, non, il veut tout de suite. Ben non, la diplomatie internationale ne se fait pas comme cela, et ça, c'est un énorme problème, d'autant plus que, une fois que Macron sera parti, il part en 2027, admettons qu'un président ou qu'une présidente arrive avec cette idée, c'était des bonnes idées, il faut les reprendre, d'accord, mais avec quelle crédibilité ? Si vous voulez. C'est ça la question. Là où le futur président, en 2027, aura à travailler avec une crédibilité française considérablement érodée, voire détruite, par rapport à ce qu'elle pouvait être il y a 10 ou 15 ans. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et c'est, je dirais, l'un des pires héritages qu'Emmanuel Macron pouvait nous léguer et léguer à ça ou à son successeur. Bon, ça, on verra. Mais de toutes les manières, qu'il pouvait léguer à la France. Et c'est en cela qu'il est un destructeur. C'est pas tellement la question. Bon, il a des idées qui sont mauvaises. En tous les cas, quand je dis qu'ils sont mauvaises, non, avec lesquelles je suis en désaccord. Bon. Mais surtout, même sur les points sur lesquels je peux me dire oui, c'est une manière de jouer qui est, qui, si elle était faite finement, pourrait être intéressante. Mais il le fait d'une manière tellement grossière, tellement pressée. Je dis, c'est un post-adolescent impétueux, impatient. Bon. Vous pouvez être un dirigeant impatient quand vous vous appelez Napoléon, que vous avez son génie militaire et surtout que la France est le premier pays démographiquement de l'Europe. Vous ne jouez pas à ça quand vous êtes plus qu'une puissance moyenne avec de gros problèmes internes par ailleurs, et il faut plutôt jouer en finesse que de le jouer en brutalité.
Merci beaucoup Jacques Sapir pour cet éclairage de la situation aussi bien au niveau international qu'au niveau français. Je rappelle cet ouvrage qu'on peut trouver donc aux éditions Perspectives Libres et sur la boutique de TVL sur tvl.fr, Le massacre du Maïdan, la tuerie de masse qui a changé le monde. C'est donc une traduction d'Ivan Katchanovski et vous avez préfacé une longue préface très détaillée notamment sur la situation économique et sociale de l'Ukraine au moment de ces éléments. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis pour cette première émission de l'année. J'espère que vous avez déjà fait les petits gestes si importants, le petit clic sur le pouce en l'air, je vois que ça vous fait rire Jacques Sapir. Mais je le fais toujours. Également les petits commentaires juste en dessous, j'ai ma chaise qui descend depuis tout à l'heure en plus, donc vous voyez tout va bien, on commence la bonne année et la nouvelle année sur les chapeaux de roue. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en attendant, portez-vous bien, à bientôt.